Salut petit Yogi, heureuse de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de gras. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler d'alimentation méditerranéenne. Alors non pas que je prône l'alimentation méditerranéenne, bien au contraire. Une alimentation méditerranéenne, ça a comme base les produits d'origine végétale, aussi bien les légumes que les légumineuses que certaines céréales. Ça prône également les produits laitiers, comme quoi pour l'apport de calcium, les bonnes graisses, même si au final les graisses sont saturées alors même qu'on décrit les graisses saturées, les produits laitiers ont toute leur place. Et enfin, les poissons. Les viandes sont plutôt laissées de côté et il y a très peu de viande rouge. Alors, si on va tout de suite instaurer les bases, de grosses bases que je vais t'inviter à acquérir à l'occasion d'une lecture que j'ai pu faire et que je te recommande, c'est le livre de Nina Teicholz qui va retracer l'ensemble de l'histoire du regard qu'on a porté sur les acides gras saturés depuis Ansel Keys jusqu'à nos jours, comme quoi tout a été, comment dire, marketé, qu'il y a eu beaucoup de propagande autour de ces acides gras qui seraient jugés du coup dangereux pour la santé et de la promotion justement de tout ce qui va être issu des céréales avec les adventistes du 7e jour, avec tout ce qui va être autour du bassin méditerranéen, justement, de quelle est l'alimentation qui va pouvoir le plus nourrir les entreprises laitières et céréalières, tout en ramenant une ensemble de communautés autour d'une pyramide commune, la fameuse pyramide qu'on connaît aujourd'hui. Cette pyramide est une ineptie tout simplement parce qu'elle base la base de ses apports sur les glucides qu'un corps ne sait pas métaboliser, tout simplement parce que nous avons dans notre sang entre 4 et 5 grammes de sucre. Dans la totalité de notre organisme, nous avons entre 4 et 5 grammes de sucre quand la pyramide alimentaire nous pousse à consommer par repas quasiment 150, 200, voire 300 grammes de sucre de glucides d'un coup, avec un total journée qui doit tourner autour des 600, 500, tout en s'appuyant et bien évidemment sur le fameux indice glycémique, une alimentation riche en fibres, en polyphénol, toutes ces inepties qu'on nous vend alors même que nos cellules, notre intestin et notre insuline est incapable de savoir si un sucre est issu d'un amidon ou s'il est issu d'un fruit. À partir du moment où il y a du glucose qui circule dans ton sang et du fructose qui se retrouve dans ton foie, tu vas inévitablement te retrouver à un moment donné avec une résistance à l'insuline. Alors, je te l'accorde, il n'y a pas tout le monde qui souffre de résistance à l'insuline dans sa vie, mais la fragilité génétique qu'on développe au fur et à mesure du temps, puisqu'on est de plus en plus nombreux à être résistants à l'insuline, donc nos descendants le seront davantage, et donc cette pyramide est de plus en plus dangereuse avec le temps. Il est plus que nécessaire de tout de suite prendre le chemin inverse et de donner à nos futures générations, une alimentation beaucoup plus pérenne pour leur santé, bien sûr pour leur santé physique, pour leur poids, mais surtout pour leur dégénérescence cérébrale. Parce que très clairement, aujourd'hui, certes, on souffre énormément de résistance à l'insuline et d'obésité, de surpoids, mais les pathologies inflammatoires, dégénérescence cérébrale type Alzheimer, Parkinson et bien sûr les multiples cancers sont nourries par une alimentation ultra céréalière transformé, je te l'accorde, mais malgré tout, même si c'est pas transformé, pour moi, ça reste tout de même inadéquat avec le fonctionnement de notre métabolisme, mais surtout, et c'est ce sur quoi je veux en venir aujourd'hui, les huiles végétales. En alimentation méditerranéenne, on a tendance à vouloir et à axer ses apports en acides gras sur l'huile d'olive. Ok, l'huile d'olive, c'est une huile monoinsaturée qui est plus stable à la cuisson qu'une huile végétale type colza, arachide ou tournesol. Cela reste ni plus ni moins qu'une huile végétale. Une huile végétale plus stable, mais une huile végétale à très longue chaîne qui possède tout de même en son sein environ 10 à 12% d'oméga 6. L'erreur qu'on peut faire quand on se lance dans une alimentation cétogène et qu'on vient d'une alimentation méditerranéenne ou même traditionnelle beaucoup plus délétère que méditerranéenne, on a tendance à se lancer dans le cétogène en se disant ok, je vais manger du gras, mais j'ai pas trop envie de mettre trop d'acides gras saturés, pas trop de beurre. La crème, généralement, il n'y a pas trop de difficulté à en mettre, mais je vais pas mettre trop de beurre, je vais pas manger trop de viande grasse parce que ça m'effraie quand même. Je me lance dans l'alimentation cétogène, mais je suis pas non plus hyper sûre de moi. Donc j'y vais à tâtons, c'est-à-dire j'enlève les sucres, ça c'est assez facile pour la majorité des gens de se priver, de se restreindre sur les glucides. Et puis sur les acides gras, il y a un espèce d'entre-deux où on reste sur des acides gras d'origine végétale et donc on consomme une alimentation cétogène axée sur l'huile d'olive.
Le principe d'une alimentation cétogène bien formulée en termes d'acides gras, c'est d'apporter 70% de ces apports caloriques issus des lipides sur des lipides d'origine animale saturés et 30% issus du végétal, que je vais prôner plutôt saturé. Donc on va plutôt être sur 70% de ghee, de beurre, de graisse de porc, de graisse de bœuf, et on va être sur les 30% végétaux, plutôt autour de l'huile de coco, de beurre de cacao, et une toute petite partie de ces 30% pourront être décernés à l'huile d'olive. Ce qui est commode dans le fait de pratiquer une alimentation cétogène à dominante huile d'olive, c'est le regard de son entourage. Parce que je sais très bien que le fait de réduire les glucides, les gens, généralement, si tu es une femme et que tu m'écoutes, les gens ont l'habitude que tu te restreignes. Donc, que tu manges pas de pâtes, que tu manges pas de pommes de terre, que tu manges pas de gâteau, ça devient presque normal. Tu es presque étiquetée la nana qui est tout le temps au régime. Mais le fait que tu viennes ajouter beaucoup de beurre à ton assiette, ça effraie, ça questionne. Et en plus, si tu te mets à prendre du poids en démarrant ton alimentation cétogène, on va te dire, mais c'est normal que tu prennes du poids, tu manges trop de beurre. Donc ça rassure aussi son entourage de voir que tiens, on mange de belles salades avec beaucoup d'huile d'olive et on mange du poisson. Donc au final, on perpétue un peu une alimentation méditerranéenne, mais sans les glucides. Et donc ça fait un peu moins peur parce qu'on a l'habitude de voir toutes les femmes qui sont en quête de perte de poids réduire leurs sources de féculents et augmenter les légumes et l'huile d'olive. Mais la problématique, c'est que une alimentation cétogène base la majorité de ses apports énergétiques sur les graisses. Donc 75 à 80% de graisses, lorsque celles-ci sont d'origine plutôt végétale, ça va poser problème sur ton métabolisme. Tu as beau augmenter la quantité de lipides dans une alimentation cétogène à dominante huile d'olive, tu vas toujours ressentir de la fatigue, de la faim, de la prise de poids, potentiellement de la rétention. Tu vas même peut-être déclencher des symptômes d'allergie, tout simplement parce que l'huile d'olive, c'est très fort en polyphénol et qu'un apport trop important n'est pas forcément bénéfique. Ils sont dits antioxydants, mais si c'était si antioxydant, on n'aurait pas besoin de mettre l'huile d'olive dans une bouteille opaque. Elle pourrait supporter la lumière au même titre que le ghee, que le saindoux ou le suif de bœuf. Alors, petite mention malgré tout sur les huiles, sur les graisses animales. Il est vrai que le saindoux a une dominante aussi en acides gras monoinsaturés. Il n'est pas composé que de saturés. Mais la seule différence, c'est qu'à sa fabrication ou à son extraction, je dirais, elle n'est pas oxydée. Parce que la manière de récupérer l'acide gras du porc n'a pas nécessité autant de traitement et de transformation qu'une huile d'olive. Donc, les acides gras monoinsaturés que tu peux trouver dans la graisse de porc ou même un petit peu dans la graisse de bœuf seront toujours de meilleure qualité que celles que tu peux retrouver dans l'huile d'olive. Et il ne faut pas oublier non plus que dans les graisses animales, on retrouve des oméga 3 et que ce qui compte, c'est un apport équilibré entre oméga 3 et oméga 6. Mais lorsque tu viens à consommer une huile végétale, tu es sûr à 100% que tes oméga 3 ne sont pas assimilés puisque nous n'avons pas l'enzyme élongase qui vient allonger l'oméga 3 pour le rendre disponible pour notre organisme. Donc, quand tu vas consommer des huiles végétales qui sont dites riches en oméga 3 ou alors qui contiennent des oméga 6 en disant oui, mais il y a quand même des oméga 3 qui viennent contrebalancer, c'est faux. Contrairement à des acides gras d'origine animale qui, elles, te fourniront des acides gras oméga 6 en toute petite quantité et des oméga 3 facilement assimilables. Ça va permettre de conserver ce ratio et de te prévenir d'un syndrome inflammatoire. Je fais un petit aparté sur les huiles végétales polyinsaturées. Je reviendrai à l'huile d'olive juste après. J'ai encore beaucoup trop de yogis qui consomment des huiles type Isio 4. Vous ne pouvez pas vous permettre de consommer des huiles qui contiennent des huiles de lin, des huiles de sésame, des huiles de colza. Même si c'est bio, même si c'est écrit dessus que c'est bon pour votre système cardiovasculaire, vous ne pouvez pas consommer d'huile polyinsaturée. Déjà, dans une alimentation traditionnelle, je le déconseille, même si l'apport en lipides est faible comparativement à la quantité de calories par jour. Mais nous, en alimentation cétogène, vous ne pouvez absolument pas vous baser sur ces apports pour vous apporter votre énergie. Déjà, ça ne vous apportera pas d'énergie, mais en plus de ça, c'est trop inflammatoire. Toutes les huiles qui sont estampillées huile polyinsaturée végétale, elles finissent à la poubelle. Ce n'est pas comestible. Vous restez uniquement avec une huile liquide issue de l'huile d'olive ou de l'huile MCT, évidemment. Mais il n'y a aucune autre huile liquide qui doit entrer dans votre foyer, aussi bien pour vous que votre famille. Je vais faire un petit focus sur
l'huile d'olive de qualité, bio, une huile que tu as achetée la plus chère du monde. Admettons, tu as acheté l'huile la plus chère du monde, tu as été la chercher en Espagne, en Italie, je ne sais pas, dans des endroits vraiment reculés, et que tu as trouvé la pépite. On t'a dit que c'était la meilleure huile d'olive du monde. Et qu'à côté de ça, tu vas avoir dans ton assiette une source d'acide gras, un morceau de viande qui sera issu d'un animal nourri au grain. Tu vas avoir un morceau de bœuf nourri au grain. Et tu vas peut-être te dire, oh là là, mon animal nourri au grain, il doit être chargé en oméga 6 parce qu'il a mangé du grain. Alors que mon huile d'olive, elle est beaucoup plus saine. Je vais plutôt éviter la viande grasse et plutôt consommer l'huile d'olive en grande quantité pour pouvoir m'apporter mes lipides en quantité adéquate en fonction de mes besoins, tout en me préservant de problèmes métaboliques suite à la consommation d'oméga 6. Eh bien, dis-toi bien que c'est plus délétère de venir consommer une huile d'olive, même la meilleure du monde, que de consommer une graisse animale. Donc, si tu es de ceux qui basent leur alimentation cétogène sur de l'huile d'olive et qui arrosent à chaque repas au moins de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, c'est beaucoup trop. Et si tu entretiens ce comportement durant des semaines, ton alimentation cétogène va te faire gonfler, va te faire prendre du poids, t'inflammer, te fatiguer, casser ton métabolisme, parce que tu es non pas en train de réparer tes mitochondries et de leur dire que ce sont les acides gras qu'elles doivent consommer, tu es en train de charger ton organisme d'acides gras à chaîne longue potentiellement oxydatives, en plus d'oméga 6 pro-inflammatoires. Alors si en plus tu as le réflexe, l'envie et l'appétence pour rajouter à tes journées des cacahuètes, des pistaches, des noix, des amandes, des graines de sésame à chaque repas ou en collation, parce que c'était bien vu en alimentation méditerranéenne de venir manger des amandes, eh ben, je peux te dire que ton quota d'oméga 6 est élevé et que c'est là que je vais t'inviter à soit ralentir évidemment sur ces sources d'oméga 6 et d'accentuer fortement sur la consommation de poissons pour te recharger en oméga 3, soit tout simplement de te faire prendre un complément alimentaire d'oméga 3. Je ne suis pas forcément pour les compléments alimentaires d'oméga 3 parce que nous n'avons pas besoin d'un apport d'oméga 3 en tant que tel. Nous avons besoin de limiter notre consommation d'oméga 6 pour préserver le ratio. Si tu n'as pas tendance à consommer trop d'oméga 6, si ton alimentation n'est pas forcément inflammatoire, tu n'as pas forcément à te doter de compléments alimentaires d'oméga 3 qui sont potentiellement oxydés suite à leur fabrication et à leur stockage dans les gélules. Mais si tu suis une alimentation cétogène riche en huile d'olive, riche en graines, bien sûr que je vais t'inviter à prendre des oméga 3 pour essayer de ralentir ce processus oxydatif et de rééquilibrer tes taux afin de pouvoir poursuivre ton alimentation cétogène dans la meilleure des conditions. La morale de cette histoire, c'est que quand on vient d'une alimentation méditerranéenne ou qu'on vient d'une alimentation traditionnelle, il est déjà important, avant même, je dirais, de se lancer en alimentation cétogène, de savoir d'où on vient. Est-ce que l'alimentation qu'on a suivie jusqu'à maintenant, elle était sensée? Est-ce qu'elle était santé? Est-ce qu'elle est vraiment issue de longue date? Est-ce qu'elle suit le caractère évolutionniste de notre histoire? Et malheureusement, l'alimentation méditerranéenne n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une fabrication de toutes pièces. C'est un produit transformé, je dirais. C'est-à-dire qu'on a créé de toutes pièces une pyramide alimentaire, on est venu piocher à droite et à gauche sur le bassin méditerranéen certaines pratiques et on les a rapprochées d'un modèle qu'on souhaitait pour nourrir ces entreprises céréalières et laitières. Mais ça n'existe pas. Ça a été un leurre toute ta vie. Si tu m'écoutes et que tu as suivi une alimentation méditerranéenne toute ta vie, ça a été un leurre. Ça ne veut pas dire qu'elle était forcément délétère, mais que les bases et son fondement ne sont pas prônés santé, ne sont pas à prôner santé. Manger des légumineuses, des féculents, de l'huile d'olive, des graines et des végétaux en grande quantité à chaque repas n'est pas sain pour notre métabolisme. Si tu t'appuies sur le caractère évolutionniste d'il y a plusieurs millions d'années, tu comprends bien que la base de ton assiette, ce sont les produits d'origine animale. Donc, les viandes, les poissons et les graisses. Les graisses, que ce soit le beurre, le ghee et même pourquoi pas les produits laitiers. Je préférerais toujours que tu me fasses un cétogène riche en produits laitiers plutôt qu'un cétogène riche en huile d'olive. Ça peut paraître bizarre, mais je préfère encore que la caséine te cause quelques torts au niveau de l'intestin, bien que potentiellement que tu ne sois même pas sujet, plutôt que tu te charges en oméga 6 issu d'huile d'olive. J'ai déjà eu affaire à une yogi qui était venue me voir en consultation
parce qu'elle était, elle se sentait quasiment en insuffisance respiratoire. Elle avait vraiment une drôle de sensation au niveau de la cage thoracique, comme si quand elle respirait, il y avait quelque chose qui dérangeait dans sa cage thoracique. Et quand je l'ai prise en charge, j'ai vu qu'elle ne consommait que de l'huile d'olive. Et selon moi, elle était en train de faire une vraie réaction allergique aux huiles végétales. En plus, il faut bien se dire que dans les huiles d'olive, généralement, si tu la cherches plutôt douce au goût, c'est qu'elle a été traitée pour qu'on abaisse l'amertume de l'olive. Parce qu'une olive, c'est pas si délicieux que ça, si c'est pas en saumure ou si c'est pas traité. Et si tu vas vers des huiles de haute qualité qui sont les moins traitées possibles, ce sont des huiles qui vont piquer la gorge. Typiquement, ce sont soit des lectines, soit quelques antinutriments de la plante qui sont conservés dans le produit. Donc, ça reste inflammatoire et allergisant. Donc, une alimentation santé, qu'elle soit cétogène ou non, même si tu ne cherches pas à être en cétose, tu dois baser tes apports sur les acides gras d'origine animale et bien sûr les protéines animales, cela va sans dire. Le problème dans cette histoire, mon cher Yogi, c'est que je sais très bien que la majorité des gens de ta famille continuent de consommer ces glucides et ces huiles. Alors, j'espère au moins qu'ils ne consomment plus d'huile polyinsaturée, mais je crains qu'ils consomment encore trop d'huile d'olive. Et je peux comprendre que ça t'effraie et que tu as envie de leur passer le message. Pousse-leur à lire Nina Teicholz, pousse-leur à s'instruire sur la qualité des huiles d'olive, sur l'histoire de notre alimentation. Bien sûr que ce ne sera pas donné à tout le monde que d'apprendre et de changer ses habitudes de vie, mais je dirais que les personnes qui ont tendance à ne pas vouloir changer quoi que ce soit dans leur assiette, ce sont des gens qui ne souffrent pas suffisamment. Soit ils ne veulent pas ouvrir les yeux sur leurs problématiques de santé, soit ils préfèrent rester dans leur confort de ce qu'ils connaissent plutôt que d'aller changer les choses au risque d'aller mieux. En tout cas, je suis heureuse que tu sois là sur ma chaîne et que tu m'aies écouté jusqu'au bout sur cette vidéo, parce que j'espère que tu prends conscience que ton alimentation cétogène demeure et demeurera pour toujours une alimentation sur l'animal, et que tout ce qui va être huile végétale, et j'en reviens, on laisse tomber les huiles polyinsaturées, mais si tu dois t'apporter de l'huile d'olive, celle-ci doit être en quantité raisonnable, c'est-à-dire que pas plus que de l'assaisonnement. Tu vas simplement venir apporter cette petite touche, ce petit goût d'olive avec quelques polyphénols pour venir assaisonner une salade ou sur un poisson. Mais tu ne peux absolument pas noyer tes assiettes d'huile d'olive au risque d'aller vers ce vers quoi tu ne veux pas, c'est-à-dire bloquer ton métabolisme alors même que tu pensais faire un cétogène de qualité. Bien évidemment, merci à tous les oliviers de la planète de nous offrir ces fruits délicieux, ces fruits gras qui accompagnent nos apéritifs cétogènes, qui accompagnent nos salades cétogènes de qualité. Mais tu as au fond de toi un caractère carnivore et ça, il faut vraiment que tu le saches et que tu le ressentes. Tu te sentiras toujours mieux au fond de tes cellules comme au cœur de ton transit lorsque tu consommeras des acides gras saturés d'origine animale.